Alors dans cette émission, eh bien dans la première partie, on a donc Manuel Verlange, auteur, romancier. Qu'est-ce qu'on dit, Manuel ? On dit écrivain, voilà. Écrivain, tout simplement. Homme de théâtre aussi. Quoi ? Homme de théâtre. Ah oui, mais on va découvrir tout ça parce que tu nous as... Les saltimbanques. Voilà, et elle nous aura présenté certainement une petite intro, c'est à son habitude, pour découvrir notre invité, Manuel Verlange, que vous connaissez sur les ondes de Passion FM, puisque c'est pas la première fois, Manuel, que tu viens ici. Non, d'ailleurs, troisième, quatrième. Et je pense qu'on a ensemble, on a parlé de la statue du commandeur, oui, que j'ai adoré, sur son visage, et maintenant au titre d'une enfance heureuse. Donc ça fait 3. Je finis par écrire des livres uniquement pour venir ici. C'est ça en fait, voilà. Il fallait le dire. Voilà. J'avais oublié de le préciser. Voilà. Il a pris un abonnement. Voilà, exactement. On découvre ce bel auteur, ce romancier, cet écrivain dans quelques instants. Cindy, que vous connaissez maintenant depuis quelques temps, qui est notre stagiaire en radiophonie et qui nous prépare toujours l'intro pour nos invités. Bien sûr. Alors, à toi la parole. Et oui, ce soir, on reçoit un auteur qui ne laisse pas indifférent. Un parcours déjà hors du commun. Entre la France où il grandit, le Japon où il enseigne et la Belgique où il vit aujourd'hui, une plume qui s'inspire directement de ses expériences riches et contrastées. Romancier mais aussi homme de théâtre, il s'intéresse à ce qui nous construit en profondeur. L'enfance, les relations familiales, les choix parfois irréversibles et surtout ces moments où tout peut basculer. Avec lui, pas de détour inutile. Les émotions sont brutes, les sujets sont forts et les histoires marquent. Son nouveau roman, au titre d'une enfance heureuse, est le parfait exemple. Un récit audacieux, original dans sa narration qui interroge dès les premières pages et nous pousse à réfléchir sur ce qui nous façonne une vie dès ses tout débuts. Une voix singulière, une écriture engagée, une énergie qui capte immédiatement l'attention. Manuel Verlange est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci, mais après avoir entendu ça, je ne sais pas ce que je peux dire. Oh, mais en plein de questions. Elle a plein de questions, donc voilà. Je vais y aller. Non, mais voilà, c'est une belle intro, hein, Manuel. C'est très touchant. Merci beaucoup. Alors, normal. Voici le livre, chers auditeurs. C'est un bel ouvrage. On va laisser place aux questions de Cindy, mais je voulais quand même parler de cet objet. Oui. C'est déjà la deuxième fois que, je pense, si je ne me trompe pas, que tu le fais de façon cartonnée. Alors, la collection L'Authentique est donc née en mars 2025. Nous sommes rendus maintenant à 5 titres, donc d'auteurs différents. Et le 5e sortira au mois de mai par une autrice extrêmement intéressante qui est de Andenne. Et tous les livres sont basés sur le même visuel, c'est la même facture de livres, avec des couvertures évidemment différentes selon les titres, mais on retrouve toujours le bandeau, le livre cartonné et une belle police à l'intérieur parce qu'on a voulu... Vous savez, en fait, c'est comme quand vous recevez des amis que vous aimez vraiment beaucoup. Alors vous allez dans votre cuisine et puis vous donnez avec amour le plat, le mieux, le meilleur, la meilleure recette que vous connaissiez. Donc vous mettez vraiment tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est le contenu. Et si vous dressez votre plat si vous servez votre plat sur une table bien dressée, ça n'en est que mieux. Et ça, c'est ce qu'il y a autour. Donc c'est le contenant. On a voulu faire un livre objet qui soit beau. Il est très beau. On avait parlé tout à l'heure du plaisir de tourner les pages, d'ouvrir. Moi, j'ai ce plaisir-là, parce que on sait bien que maintenant, on peut lire les livres sur des plateformes, des liseuses et tout ça. Moi, je suis contre ça. Moi, je n'aime pas du tout. Voilà, j'aime bien, comme vous dites, avoir l'objet. Parce qu'un livre, c'est avant tout un objet. Voilà, et quand on l'offre... et c'est encore mieux. C'est mieux. Et je trouve aussi que les pages qu'on tourne, il y a quelque chose de... sensuel. Oui, j'allais dire... une musique. Une musique à l'oreille, de tourner ses pages. C'est joli ça. Oui. Voilà, c'est ça. Et alors, comme je vous disais aussi hors antenne, moi j'aime beaucoup ça aller au salon des livres. Parce que comme ça, je peux rencontrer les auteurs et discuter de leurs livres. C'est gai. Je trouve que c'est bien. Donc, vraiment, c'est super beau. Non, il est vraiment un bel ouvrage. Vraiment un très bel ouvrage. Magnifique. Il est super beau. Et donc, voilà, on va parler au titre d'une enfance heureuse. Le dernier petit bébé de Manuel. Qu'est-ce qui vous a donné, d'ailleurs, envie d'écrire ce livre-là avec ce titre-là ?
Bien, simplement le fait que, donc au titre d'une enfance heureuse, on laissera le lecteur évidemment le découvrir, mais on peut penser que cet enfant connaîtra une enfance heureuse, mais ça arrive à la 301e page. Tout ce qui se passe avant, c'est une mémoire qu'il aura perdue. Donc c'est des sensations, des émotions, une grande observation, et c'est aussi ces vies parallèles qui sont extrêmement importantes. Il y a la vie de sa mère, c'est une vraie vie. Il y a la vie de sa grand-mère, elle en a une aussi, c'est quelque chose de très important. De son grand-père qu'il ne connaîtra jamais, qui a également une vie propre, et toutes ces couches ne s'interpénètrent pas obligatoirement, mais vivent ensemble, et il observe ça, et à la fin du livre, il perdra ça pour grandir comme un enfant. Mais chaque enfant qui grandit, nous-mêmes qui sommes ici autour de cette table, on a un bagage dont on ignore énormément. C'est un peu cette idée-là au titre d'une enfance heureuse. C'est ces bagages perdus. On sent le dialogue. Je ne suis pas encore à la fin, donc ne pas me dire encore la fin, si tu veux. Oui, parce que la fin est surprenante. Donc je vous la raconterai hors antenne. Voilà, pour bien pourrir la lecture du livre. Galia voudra plus. Oui, non, je veux pas savoir la fin, Manuel. Mais donc, effectivement, ça commence comme ça. C'est un dialogue. On ressent vraiment ce qui n'est pas encore. Enfin, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Il n'est pas encore là, mais il parle avec beaucoup de ressenti. Voilà, il ressent. C'est ça. Je pense que alors, évidemment, on est dans un roman, c'est bien évident. Mais les enfants, les bébés, scientifiquement, c'est prouvé, ressentent énormément. Oui. Et largement avant d'arriver sur d'arriver à la lumière, dirais-je. Oui. Par contre, évidemment, il y a très peu de notre ami Champollion a trouvé, avec la pierre de Rosette, a pu déchiffrer les hiéroglyphes, mais on n'a pas encore déchiffré le langage du fœtus. Mais voilà, c'est une première tentative. Oui. Oui. Verlange avec nous au titre d'une enfance heureuse, son dernier livre, avec la préface de Philippe Reinhardt. Et je t'invite, Cindy, à lui poser les questions. Oui, mais moi je vais poser des questions d'ordre général sur les livres et tout ça. Les thèmes que vous abordez sont en général assez forts, parfois même sensibles aussi. Est-ce que c'est important pour vous de provoquer des réflexions chez vos lecteurs ? Je crois que c'est essentiel, oui, absolument. Et donc vous avez parfois des échanges avec eux alors ? Oui, bien sûr, c'est vivant. Oui. C'est vivant, c'est bien. Bon. Et c'est pour ça qu'on retrouve Manuel Verlange sur des grands salons. Oui, en antenne, on en parlait, Genève, Bruxelles. De Genève. Le prochain, c'est ? Alors le prochain, oui, il y aura. Il a été conjugué en deux, celui-là. Donc il y aura le salon de la littérature belge les 6 et 7 juin à Genève. Et le salon du livre de Wallonie, donc en septembre. D'accord. Et évidemment, Manuel... Ou en octobre, je ne sais plus. Ok. Et bien présent à ce moment-là. Mais je suis présent, je pense que c'est vraiment très important. Donc je parle souvent de la roulotte du saltimbanque qui... aller à la rencontre des lecteurs, c'est quand même extrêmement important parce que le travail de l'écriture est un travail profondément solitaire, contrairement à la musique, contrairement au cinéma, contrairement à la télévision. L'écriture, comme la peinture, comme les arts plastiques, c'est très très solitaire. Donc après, il faut quand même aller à la rencontre de ces liens que l'on crée avec les gens. Sinon, on perd quelque chose, bien sûr. Et d'ailleurs, comment est la journée type de l'écriture ? Comment vous travaillez ? Bien. C'est bien, c'est déjà pas mal. Alors pour développer, je suis à partir de 6h du matin, je travaille. Ah oui. Donc si vous me demandez si je travaille sur un cahier, avec un cahier, un stylo, je vous dirais que non, je travaille avec un ordinateur portable. Et la journée se passe entièrement dans l'écriture. C'est ça, donc vous mettez vraiment vos journées comme ça à profit de l'écriture. C'est pas à un moment donné, il y a une idée qui me passe, hop, j'écris, et puis après, pendant quelques heures, j'ai plus rien. En fait, on peut avoir, alors en ce moment, on est dans une inflation de propositions, d'ateliers d'écriture, de laboratoires d'écriture, etc. Je trouve ça très très bien. Mais en fait, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a absolument aucune méthode pour écrire.
C'est utile pour la rencontre, mais chaque auteur a sa propre méthode et je ne pense pas que ça soit quelque chose que l'on puisse partager. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je vous parlerai bien humblement que de la mienne. Donc la mienne, c'est ce que j'appelle le dégât des eaux, c'est-à-dire que j'ouvre en grand le robinet et puis quand la baignoire est pleine, il y en a plein la salle de bain et ça dévale les escaliers. Donc pour le livre que vous avez ici, je vous l'avais dit pour les gens qui ont de la mémoire, pour la statue du commandeur, mais c'est pareil, j'ai écrit plus de 700 pages pour ce livre. Il en reste 300. Ça veut dire que j'écris du matin au soir, non-stop, le flux, ça n'arrête pas. À partir du moment où j'arrive à la fin du livre, j'estime que là, on a atteint le bout de ce chemin-là, je vais tout arrêter et je mets ces 700 pages dans la cave à affinage, comme le Camembert ou le Pont-l'Évêque, et je passe à un autre. Je ne pourrai reprendre celui-là que quand je l'aurai oublié. Et quand je l'ai complètement oublié, je le relis, mais dans un certain état de virginité, en fait. Et donc, je le découvre comme un lecteur, en fait. Oui, tout à fait. Je le reprends, mais je travaille avec des ciseaux, comme au cinéma. C'est du montage. Et à ce moment-là, je coupe. Et je vais vous donner un exemple simple. Lorsque je suis sur le palier du deuxième étage, et que ça m'intéresse de monter, parce que quelque chose m'intéresse au palier du troisième. Quand j'ai atteint le palier du troisième, tout ce qui m'a permis de monter l'escalier, je l'enlève. Je ne vous donne que le palier du troisième étage, et tout le reste s'en va. Donc, pour essayer de ne garder que l'essentiel, le fil, la découverte, sans que les éléments de la découverte viennent dans le livre le ralentir. Avant d'être un auteur, je suis un gros lecteur, par passion, depuis tout petit. Et en fait, comme j'ai un caractère de cochon, quand je commence un livre, je dois le terminer. Sinon, je suis malade. Mais alors, ça veut dire que, comme vous ici, comme Diana, comme vous, on a tous connu de grands moments de souffrance. En se disant, bon, je vais continuer ou pas, etc. Donc, c'est simple, en lisant beaucoup, je me dis que quand même, je vais essayer de rendre le meilleur des livres que j'ai pu lire, évidemment. Donc, je fais très attention à ces moments qui sont des moments pesants, qui en fait, si on réfléchit bien parfois, et encore une fois, je n'ai pas de conseils à donner, sinon ça irait contre ce que j'ai dit au départ, on devrait prendre le temps, les auteurs devraient prendre le temps, ne pas trop se précipiter, de laisser mûrir le livre, de l'oublier, en fait, de l'oublier, pour le reprendre et ensuite ne donner que le meilleur du livre. Je dis ça très très modestement parce que est-ce que l'objectif est atteint, je ne sais pas, ce sont les retours qui me le donnent. Mais moi, c'est ma méthode à moi, en tout cas. Moi, c'est comique parce que je m'identifie tout à fait à ce que tu viens de dire. Tout à fait. Oui, voilà, exactement. La hâte, c'est vraiment très 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 mauvais parce qu'on a le cœur qui bat, alors on veut que le petit sorte, etc. Mais c'est souvent une grosse erreur que l'on paye après parce que il faut prendre le temps. Oui. Mais il faut pour ça être bien accompagné. Je dirais le Lion Zélé, cette maison d'édition belge, on en parle de plus en plus quand on a nos invités ici, écrivains, romanciers, auteurs. C'est extraordinaire cette maison d'édition. C'est-à-dire qu'en fait une maison d'édition... Alors, Diana, édition, éditeur, éditrice est un mot qui est facilement imprimable sur une carte de visite. Donc ça, c'est vraiment très simple. Alors maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vraies maisons d'édition, et dans les vraies maisons d'édition, il n'y a pas beaucoup de vrais éditeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision éditoriale, quelqu'un qui sait vers quoi il va aller et ce qu'il veut donner, et donc il construit le chemin en ce sens. Donc ici, il y a un véritable accompagnement des auteurs, il y a ensuite un travail éditorial qui est fait totalement gratuitement, évidemment. C'est une maison d'édition à compte d'éditeur, donc le travail éditorial, quand il le faut, est fait absolument sans rien demander aux auteurs, mais le comité de lecture est structuré d'une telle manière qu'on a des rapports d'évaluation qui sont très très honnêtes
Et après, ça nous donne des indications et on oriente les auteurs vers tel axe de réflexion, ce qui les permet de se bonifier avant que on lance dans les librairies à la lecture un livre que peut-être dont on regretterait peut-être certains passages. Après, savoir ce qu'il faut faire, c'est très compliqué. Mais savoir ce qu'il ne faut pas faire, on commence à le savoir un peu, effectivement. Exactement. Donc, Manuel, vous avez depuis tout petit su que... Enfin, vous avez tous... Ah, pardon, j'en recommence. Allez, recommence, vas-y. Depuis... No stress. Non, oui, c'est ça. Depuis que vous êtes toute petit, vous avez été un lecteur intensif. Alors oui, ça commence et je me bats tellement en tant que membre du jury avec Philippe de Rimaker, d'ailleurs, de prix littéraires pour les enfants. Donc on leur demande d'écrire des petites nouvelles. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont des prix. Grandir dans un espace où les livres existent et qu'avant d'apprendre à lire, on voit déjà les tranches des livres ou les piles de livres dans une maison. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Et donc, à partir de quand avez-vous su que vous allez devenir écrivain ? Je sais pas, ça s'est fait comme ça, assez simplement. Ma mère écrivait énormément de la poésie notamment, et qu'elle gardait dans les cahiers. Elle avait absolument aucune velléité d'édition, de publication. Le monde de livres dans lequel... Alors il y a vraiment des livres partout, hein, ça c'est un fait. Donc ça finit par s'attraper en fait. Hein. Oui. Et donc je sais pas à quel moment j'ai pu penser, par contre... Donc, votre question m'amène, et ça c'est très riche, un souvenir. J'ai eu un professeur de français à l'école qui un jour a demandé aux élèves d'écrire une nouvelle. Je ne sais plus quel était le sujet. Ça a été votre première nouvelle ? Oui, alors que je n'écris pas de nouvelles et que ce genre n'est pas un genre familier et particulièrement que j'apprécie, tout au moins pour l'écriture. Et en fait, il avait beaucoup aimé ma nouvelle et donc il a dit qu'on la ferait étudier en classe sous couvert d'anonymat, évidemment, et on a étudié ma nouvelle en classe. C'est ça qui m'a interpellé. Ah oui, là, et donc vous avez continué. Ça a commencé à germer après, doucement. Wow, c'est bien. Mais sûrement. Mais sûrement, puisqu'il est toujours là avec des belles écritures. Et je présume que vous travaillez déjà sur un prochain projet. Alors en mars sortira l'identité amoureuse. Et l'identité amoureuse est un cycle, parce qu'en fait tout le roman se déroule sur 3 jours. Donc il y a 3 romans, jour 1, jour 2 et jour 3. On a 3 romans en même temps en mars 2027. 2027. Oui, parce que hors antenne, tu disais, Manuel, que tu es déjà jusqu'en 2030. Oui, j'écris celui qui sortira en 2030. Vous arrêtez jamais. 28, 29, c'est fait. Et tout ça repose. Vous prenez parfois des vacances ? Oui, ouais. Et vous écrivez en vacances ? Pas toujours, oui. Bonjour madame. Ouais, c'est ça. Bonjour madame. Elle doit être enchantée, votre dame. Oui. Alors elle n'est pas là, mais elle écoute. Et donc, souvent, je mets quelques phrases qui, pour moi, sont totalement sincères en exergue des livres, parce que c'est vrai qu'elle doit avoir un caractère assez particulier, parce que souvent, même quand je suis là, je ne suis pas là. Donc, je suis un grand absent, mais très présent quand même. L'avantage d'un écrivain, c'est que quand elle part le matin, elle le retrouve posé au même endroit quand elle rentre. Ça ne bouge pas. Mais ça fume. Ça fume, ça ne bouge pas. Oui, les détecteurs de fumée n'ont pas encore lancé d'alerte, mais je veux dire, ça tourne. Quoi. Et d'ailleurs, quand vous créez des personnages, vous vous inspirez de gens que vous connaissez, ou bien vraiment de personnages fictifs que vous inventez? Non, alors ça m'est jamais arrivé. En fait, chaque personnage est un personnage composé de tas de pièces de personnes existantes. Je démonte les bons hommes, je démonte les mesdames, et puis je les remonte d'une autre manière, à petites touches comme ça, puis ça finit par faire des trucs marrants, et qui tiennent debout finalement. Mais jamais quelqu'un dans votre entourage s'est dit, mais ça c'est moi, là, c'est moi. Si, c'est arrivé une fois, et comme... C'est mal démonté, mal remonté, alors. Non, mais ça a été un peu fait exprès, ça. Mais c'est arrivé une fois, et comme le rôle attribué à ce personnage n'était pas extrêmement heureux, on l'a pas développé.
Ah, d'accord. Mais c'est reconnu, oui. Et si vous pouvez passer une journée avec si vous pouvez passer une journée avec un de vos personnages, lequel et pourquoi? Ma mère est partout. Ah, voilà. D'accord. Voilà, c'est simple. Voilà, simple. C'est magnifique, ça. Bah oui. Alors, justement, au titre d'une enfance heureuse, où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Manuel? Alors, partout, et notamment au rayon antidépresseur des pharmacies. Il a toujours beaucoup d'humour dans son écriture aussi. Et vous écrivez aussi des livres marrants? Parce que vous avez de l'humour, là. C'est marrant. J'ai pas encore lu le livre. C'est pour ça que vous en parlez bien. Mais oui, j'ai même pas encore lu le livre. Oui, oui. C'est marrant. Mais on rigole énormément, parce que plus la situation est grave, plus j'estime qu'il faut mettre la dose d'humour nécessaire pour la faire passer. Ouais, c'est toujours très agréable à lire. Et on a l'impression, moi j'ai cette impression qu'on regarde un feuilleton ou une pièce de théâtre, c'est vivant l'écriture de Manuel Verlange. Oui. C'est vraiment vivant. Il y a un dialogue, il y a un échange. Enfin, moi je vais au théâtre quand je lis. Vous pensez les mettre en pièce de théâtre ou en livre? Voilà, ça va être compliqué pour trouver l'acteur. Oui, surtout, il est pas né. Un prématuré. Il est pas né. Non, mais les autres livres, alors. Ah oui. C'est déjà fait pour... C'est déjà fait pour Pauvre de nous, qui est devenu bande-annonce et qui est une pièce de théâtre qui tourne depuis mai 2024 en Belgique, avec l'acteur Mathieu Moreau, qui est un vrai acteur, lui, un diplômé de l'INSAS. Il coche toutes les cases. Donc là, oui, ça s'est fait comme ça. Autrement, quand j'écris, je ne pense pas à un objectif. Il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf un élément que vous avez souligné, que Diana a souligné également, qui est toujours des dialogues qui sont audibles et des scènes qui sont visuelles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Bah oui, comme ça, au moins, le lecteur peut aussi rêver et s'évader. Exactement. Ouais, c'est vraiment très chouette. Comment ça se passe? Parce que maintenant, de plus en plus, grâce à cette maison d'édition, Le Lion Zélé, on sort des frontières belges. Alors, il y a une belle expérience Genève, d'autres expériences qui vont arriver plus loin, au Canada. C'est important d'aller vers les lecteurs de la francophonie, les francophiles. C'est tout nouveau quand même. C'est tout simple. Tous les petits pays, entre guillemets, numériquement parlant en nombre d'habitants, tous les petits pays qui ont à vivre une forme de contrainte linguistique, ont des langues qui sont plus dynamiques que les autres parce qu'elles doivent prendre la parole. En Belgique, on a le problème donc d'un trilinguisme qui n'est pas un problème d'ailleurs, qui peut être une richesse. Mais enfin bon, c'est pas simple tous les jours. Tout le monde l'a vécu à Bruxelles notamment. Donc il y a un combat de la langue française. En Suisse, où on était, il y a 3 langues. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. On parle du Canada, donc le Québec défend sa langue d'une manière extrêmement vive, parce que sinon elle est écrasée par le géant américain. Donc en fait, cette francophonie, c'est quand même 320 millions. C'est énorme. De personnes qui parlent le français dans le monde. On ne s'adresse pas à une tribu au fin fond de l'Amazonie, quoi. Toute tribu est fort respectable. Mais là, c'est quand même 320 millions de personnes. Donc je dirais, par rapport à votre question, je vais donner un exemple très simple. Si Jacques Brel était resté à Vilvoorde, ça ne serait pas été Jacques Brel. Voilà, Jacques Brel est connu dans le monde entier. Oui, c'est ça. C'est tout, c'est ça l'idée. Donc c'est d'apporter, et d'apporter non seulement la langue française, mais d'apporter, parce que je me suis battu là-dessus, les spécificités belges de la langue française. Moi, je veux pas qu'on écrive 90, on écrit 90. La correctrice m'a dit, ouais, mais en France, ils ont qu'à s'y mettre. Et puis, c'est pas compliqué. Quand je mets un cuistax, personne ne sait ce que c'est, on met une note en bas de page, comme ça, ils apprennent. C'est génial. Ils sont moins bêtes le soir que le matin. C'est génial. Et c'est la même chose au Québec, c'est même encore plus dur, parce que parfois, on ne comprend pas toujours tout. Oui. Mais voilà, une langue est riche de quoi? Elle est riche de son histoire, de sa sociologie, de son brassage. À partir de ce moment-là, il faut garder ces spécificités. Oui, sinon, on est de nouveau dans la masse et on ne s'identifie plus. On rentre dans un format. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas de richesse, on a une inclusion. Et comment justement ces pays-là accueillent le belge? Est-ce que le belge
apprécié, reconnu, ou bien on se dit c'est quoi, enfin comment était l'accueil? L'accueil est très chaleureux, il est formidable parce que le Belge se prend pas au sérieux. Non, c'est ça. Hein. Le Belge ne fait pas d'autosuffisance. Il fait même parfois un peu de la sous-estimation. Il est là, il se prend pas la tête. Voilà. Quand vous voulez parler, il vit de lui-même aussi. Oui, c'est ça. Et voilà, tout simplement. Le Canadien a un peu ce sentiment-là par rapport aux Américains. Ça, c'est le sentiment des Belges par rapport aux Français. Mais les Parisiens, ils adorent les Belges. D'abord, c'est bourré de Belges à Paris. Hein. À la radio, dans les films. Benoît Poelvoorde, il est quand même pas mexicain. Non. Voilà, Cécile de France, malgré son nom, elle est quand même de Namur. Oui. Il y a une chanteuse qui s'appelle de Namur, qui est française d'ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin, franchement, Claire de Namur. On finit par s'y perdre. Oui. Et voici l'invité de Diana dans votre émission préférée, Les Nanas sont là, sur Passion FM. C'est pas une nana, Emmanuel, non, c'est un homme, un écrivain, romancier, auteur, enfin, plein de spécificités, de cordes à son arc. Oui, voilà, exactement. Alors, question. Oui, alors, si vous pouviez voyager dans le temps et rencontrer votre moi enfant, que lui diriez-vous ? Ce que j'essaye de lui dire, mais surtout que j'essaye d'écouter dans tous les livres que j'écris. J'aimerais bien qu'il m'en dise un peu plus. Comme il m'en a pas dit assez, alors j'écris un autre livre et ainsi de suite. Oui. D'ailleurs, en parlant du livre, bon, là, les auditeurs ne voient pas encore la belle couverture. Pouvez-vous nous en dire un peu plus de cette magnifique couverture ? Alors la couverture a été réalisée par Grégory de l'Épelaire, qui est un des graphistes de la maison d'édition. Et c'est parti par d'abord une connaissance du livre, deuxièmement une suggestion de croquis, un partage avec lui, pour en arriver à la forme que vous voyez ici et qui est la plus simple possible pour ne pas charger. Il a fait un travail qui porte l'émotion du livre, en fait. Oui, c'est ça, oui. Je dirais que tout le livre est contenu dans l'illustration. Oui, parce que c'est donc 2 femmes, un bébé. Un bébé, c'est ça, oui. Hein. C'est très joli, c'est très doux. Et puis la couleur bleue est très belle aussi. Oui. Je pense que c'est important, excusez-moi, de pouvoir, pour les yeux, pour les gens, l'émotion, avoir une certaine douceur. Voilà. Oui, ça tout à fait. De toute façon, je trouve aussi que les couvertures sont très importantes pour donner l'envie de lire au lecteur. Et cette couverture-là, franchement, oui, le jaune, le bleu, et ainsi que, comme vous dites, les dessins qui sont... Tout est résumé. Oui, absolument. Ça, on a envie de lire. Et la couverture est essentielle, vous l'avez très bien souligné, c'est la première chose que voient les gens. Oui, c'est sûr. Ah oui. Donc, l'accroche des yeux. Hein. Le procédé de découverte d'un livre, c'est couverture, 4e de couverture, premier paragraphe. Voilà. C'est très important. Oui. Et qu'est-ce que Manuel Verlange pourrait dire aux personnes qui nous écoutent pour s'intéresser, aller découvrir son écriture et surtout ce dernier livre au titre d'une enfance heureuse? C'est toujours complexe. Je dirais que c'est une présentation, c'est une découverte. Le livre est une découverte de l'être humain, c'est-à-dire c'est un dialogue modeste avec des enfants, avec des jeunes filles, avec leurs parents. Donc ça parle à tout le monde finalement, et on va retrouver ça dans à peu près toutes les familles. C'est un mélange d'émotions, de tendresse, d'amour, et c'est aussi beaucoup de rire. C'est vraiment important, avec une fin totalement inattendue qui laissera le lecteur sur un questionnement, puisque j'estime que les questions sont essentielles et que les réponses sont toujours dangereuses. Ah oui. C'est avec les réponses qu'on fait des guerres, c'est pas avec les questions. Absolument. Donc ça c'est vraiment important, et qu'il puisse, après avoir reposé le livre, avoir ce mélange de fraîcheur, peut-être un Kleenex ou 2 à côté, et un peu de bonheur. Voilà, si on peut avoir donné un peu de bonheur, c'est déjà, il me semble, un sacré boulot. Et je pense que vous y arrivez vraiment.
Alors, on va tout doucement clôturer notre interview avec Manuel Verlange. Est-ce que tu as encore une question ou deux à poser? Pas spécialement sur... Enfin, donc on peut vous retrouver sur... toutes les plateformes. J'allais dire les réseaux sociaux. Alors sur le www.manuelverlange.com, là vous avez toutes les dates, tout. Où on peut vous rencontrer. De ce qui se passe, des salons. Donc là, on voit tout sur le site de l'éditeur également, qui est encore tout en paquet de W avec lyonzélé.com. Oui. Et alors, sur les réseaux sociaux, d'une manière précise aussi, parce que c'est aussi incontournable aujourd'hui. Donc, c'est incontournable, effectivement. Mais la lecture est quand même encore... parce que hors antenne, on disait aussi, au Salon du Livre de Bruxelles, 92 000 visiteurs. Oui, c'est officiel. Alors on dit, les gens ne lisent plus, non. Les gens lisent. Non, les gens lisent. Voilà. Mais ils en ont besoin, vu l'actualité et tout ça. On a besoin aussi de se changer les idées. C'est un minimum, parce que sinon, les gens vont aller encore plus mal qu'ils le vont pour certains. Donc, quelle que soit la lecture qui parle à leurs attentes, à leur cœur, que ce soit un polar, que ce soit une romance, que ce soit... L'important, c'est de lire, parce que je disais à une personne un peu désagréable, ça arrive d'en rencontrer, il me dit « je ne lis pas », je lui ai dit « rassurez-vous, ça se voit ». Il faut quand même lire, c'est avoir on vous présente des choses, donc vous avez une faculté d'analyse, vous gobez pas tout comme ça, vous réfléchissez, vous avancez, et puis finalement vous finissez par vous forger des images, vous finissez par vous forger des idées également, qui sont pas celles qu'on tente de vous inculquer partout, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis c'est aussi un mot... Et ça serait peut-être très bien, c'est un mot très très important, c'est le mot de plaisir. Voilà. Ah oui, lire, c'est du plaisir. C'est du plaisir, effectivement. Et c'est sur ce joli mot qu'on va terminer cette interview. Manuel Verlange, au titre d'une enfance heureuse, aux éditions Le Lion Zélé. Et il fait un magnifique parcours, donc on lui souhaite bonne route. On lui souhaite bonne route, c'est beau les enfants qui grandissent bien, donc merci beaucoup de votre invitation pour l'aider aussi à grandir. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt Manuel pour le prochain évidemment. Sans faute.